et à toutes, je suis Sophie Lagarde. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui dans le cadre de la journée talent et mixité. Pour ma part, je suis administratrice de la mêlée. Je représente aussi la commission numérique pour elle qui est brillamment animée par ma collègue Sabine Carillo-Bégon. Le thème du jour, vous le voyez, c'était mieux avant. Pourquoi y a-t-il moins de femmes dans la tech qu'il y a 40 ans? Alors, si on va revenir sur le thème avec nos 4 participantes que je vais laisser se présenter, mais dans un instant, je vais juste vous donner quelques petits chiffres. Ce matin, Henri Degrain, président du SIGREF, est intervenu pour nous rappeler qu'effectivement, 17% des emplois du numérique sont des emplois féminins en 2022. Alors 22% en Europe, hein, c'est pas bien plus glorieux. 17% des diplômés du numérique sont des femmes. Les choix d'orientation sont encore un peu genrés, biaisés. 61% des garçons y vont, 33% des filles. Et en plus, Henri, ce matin, nous disait que le constat sur les 2 dernières années ne fait que baisser. Alors, pour partie, déjà, il y a la réforme du bac qui a eu lieu sur ces dernières années, sous-tend aussi des choix de spécialisation qui font que dans la filière NSI, numérique et sciences de l'informatique, il y a déjà que 3% des filles en première et elles sont moitié moins en terminale. Que quand on regarde les filières un peu plus scientifiques au général, il n'y a que 37% de filles dans des spécialités scientifiques avec des maths. Et que le manque de compétences typées numériques est de 220 000 profils et ça ne cesse d'augmenter. On a des besoins. Et pour autant, une promo de jeunes, c'est 700 000. Donc 220 000 sur 700 000, vous voyez qu'il va falloir quelques années pour résorber tout ça. Donc les chiffres sont moyens. Donc pour moins de femmes, on tente à l'objectiver, ce point-là. En dépit d'avoir quand même des lois aussi qui nous font aller vers plus de parité. Zimmerman, dernièrement, qui tendent à augmenter les quotas dans nos entreprises. Donc, on va s'intéresser à ce sujet avec mes consoeurs là, autour de la table. Et alors, pour ma part, j'essaierai de me taire aussi parce que je suis aussi une femme du numérique dans les équipes IT du groupe BPCE. Ça, c'est ma deuxième casquette, donc voilà. Je leur avais dit que j'allais les présenter. En fait, comme je suis un peu taquine, un peu joueuse, finalement, pour que ça soit plus dynamique, je vais les laisser se présenter. Christelle, s'il te plaît. Merci. Bonjour, Christelle Trévin, donc je travaille à la SNCF, groupe SNCF depuis 2003. J'ai occupé plusieurs postes à la SNCF, dans le management plutôt dans le domaine de la circulation ferroviaire et des postes dans le RH. Aujourd'hui, je suis DRH adjointe pour la direction numérique groupe EI SNCF Solutions, qui est la fabrique numérique pour le groupe SNCF. Je suis également ambassadrice du Lab Egalitech, puisque au sein de la SNCF, on a un réseau mixité qui regroupe 12 000 collaborateurs. Et donc, le Lab Egalitech est une ambassade du réseau SNCF Mixité. Merci Christelle. La parole à Magali. Oui, bonjour, Magali Germont. Donc moi, je suis fondatrice de Lumière Conseil. Je suis experte en data science et éthique des systèmes d'intelligence artificielle. Et j'ai aussi plusieurs casquettes, dont la casquette pour Numéum, le syndicat des entreprises du numérique, de représentante de Nova InTech, qui est le programme Mixité, justement pour féminiser les métiers du numérique, de la tech et de l'intelligence artificielle. Merci Lydia. Oui, bonjour. Lydia, je travaille à BPCE SI depuis maintenant 10 ans, donc je suis ingénieure de développement. Je pars d'une formation, donc j'ai fait une licence maths informatique et ensuite un master MIAGE. Donc mon poste à BPCE SI, c'est mon premier poste. Et donc voilà, ça fait 10 ans d'ancienneté que je fais ça. Donc je fais principalement du dev, du développement, mais aussi voilà, tout ce qui est expertise technique et fonctionnelle pour nos clients qui sont les caisses d'épargne. Et Delphine, s'il te plaît. Merci, Delphine Specht. Je suis directrice générale de l'ISEthic, Colibris et Loupix, un ensemble de solutions qui tournent autour du numérique responsable. Et j'en profite. J'ai également un engagement de bénévole auprès d'une association qui est une ONG et dont l'objectif justement c'est l'égalité femmes-hommes et de pousser, d'inciter à travers des prix et des bourses, des tables rondes, mais je sais qu'on aura l'occasion d'en parler,
de chercher des rôles modèles pour inspirer et inciter les jeunes filles à aller dans des filières qui étaient plutôt dites masculines. Donc, merci à toutes les quatre. Quand on a préparé ensemble cette table ronde, on s'est dit qu'on allait déjà revenir sur des racines un peu socio-culturelles ou économiques de la problématique qu'on adresse ensemble. Quelles sont, selon vous, les principales raisons historiques qui ont conduit à une sous-représentation des femmes dans les métiers technologiques au cours des 40 dernières années? Alors Magali, avec quelques chiffres, quelques métiers, est-ce que tu peux nous éclairer, s'il te plaît? Alors oui, alors moi déjà, on connaît, je suis assez directe. Ça fait plusieurs années que je reviens, mais pas que à cette table ronde-là, et qu'on est toujours autour de la même question. Donc là, je me dis, on va prendre un peu de recul et on va peut-être prendre un autre axe. Alors entre autres, déjà, le mot informatique, comme je dis, c'est has-been. Il faut arrêter d'employer le mot informatique. On va parler des métiers du numérique. Parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait on se retrouve, et là c'est ma casquette de statisticienne, à comparer des choux et des carottes. On va comparer, il y a 40 ans, en effet, des métiers de l'informatique, mais le monde en fait du numérique a complètement évolué. Donc, comment est-ce qu'on peut comparer des chiffres sur des métiers qui ont de toute façon évolué, et surtout sur des nouveaux métiers qui ne cessent d'arriver, hein. Rien que dans le monde de la data, moi j'ai fait, comme ma collègue à gauche, hein, un DUG MIAS, maths informatique. Donc je faisais des maths et de l'informatique pour devenir statisticienne, pour devenir data scientist, et pour me retrouver avec des data analysts, data scientists, data engineers, et tous ces métiers-là, comment on les comptabilise? Donc la vraie question, c'est est-ce qu'on n'est pas en train, finalement, est-ce qu'on ne changerait pas d'axe et qu'on ne regarderait pas des chiffres différemment, avec des quotas différents? On parle des métiers de la tech. Qu'est-ce qu'on met dans les métiers de la tech? Est-ce que, par exemple, le métier du UX design, qui sont très féminisés, ils sont comptabilisés dans les métiers de la tech ou pas? Alors, est-ce que du coup, on ne va pas parler des métiers du numérique? Est-ce qu'on ne va pas revoir un peu nos définitions pour pouvoir être encourageant et encourageante? Parce qu'en effet, si je prends les chiffres de Numéum, Numéum est partenaire, entre autres, avec Femmes at Numérique et Social Builder. Vous pouvez aller regarder sur Internet. Les chiffres, on les connaît tous. Tu les as redonnés tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ne sont pas très encourageants. Donc, comment on veut encourager des jeunes filles avec des chiffres décourageants? Tu dis il faut que nous soyons tous encourageants et encourageantes. Est-ce que ce n'est pas une question de rôle modèle, Delphine? Alors, merci pour la transition. Effectivement, pour donner envie, pour présenter des métiers, pour inciter les jeunes filles à aller dans le monde du numérique, je pense que ce qui est fondamental, c'est de servir de rôle modèle. Il y a 40 ans, pour certaines, pas pour d'autres, il n'y avait pas forcément de personnes emblématiques féminines pour dire on peut, tout est possible, regardez, c'est ça mon métier, et voilà en quoi ça consiste. Donc aujourd'hui, et je tiens aussi à remercier tout un tas d'organisations, que ce soit la Mêlée, que ce soit Digital, que ce soit Novintech, que ce soit Femmes at Numérique, il y a un mouvement, et merci toutes ces commissions, ces comités, mixité, femmes dans le numérique. Voilà, on est toutes et on participe toutes à être servir d'exemple, j'allais dire, à chaque fois quand on pose la question. Les femmes disent oh ben non, je ne sais pas si je suis légitime à parler, à prendre la parole. Donc on a un vrai effort nous-mêmes à se faire violence en disant ok, il faut qu'on parle, il faut qu'on se rende visible, justement pour pouvoir servir de modèle. Donc merci en tout cas à toutes d'être aussi actives. Tu parles de servir de modèle, mais Lydia, est-ce que toi, tu as eu un modèle justement qui a influencé? Tu nous as dit que tu avais fait d'entrée de jeu une formation en informatique. Ce n'est pas une reconversion, donc c'est un choix. Est-ce que tu as eu un accompagnement parental, contextuel qui a fait que tu as fait ce choix? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, moi, en fait, j'ai toujours aimé les sciences. Donc, j'avais fait à l'époque un bac scientifique. J'avais pas non plus un niveau, j'étais dans la moyenne, on va dire, j'étais moyenne, mais j'adorais ça, ça m'intéressait, j'adorais ça. Et bon, c'est vrai qu'à la sortie du lycée, je savais pas forcément qu'est-ce que j'allais faire comme métier. Bon, je pense comme beaucoup de personnes. Et voilà, je me suis dit, vu que j'aime les sciences, les maths en particulier, pourquoi pas m'orienter vers une licence maths info. Et sachant que je ne connaissais absolument rien en informatique, quand je me suis orientée, à la base, c'était plutôt les maths qui m'intéressaient. Et c'est là que, du coup, j'ai découvert l'informatique et le monde du numérique. Et finalement, je me suis orientée plutôt là-dedans, parce que aussi il y avait des débouchés, il faut dire la vérité, il y avait plus de débouchés dans l'informatique que dans les maths.
Pas de frein particulier dans ton contexte socio-éducationnel, personnel, Alors, de les limites, freins, de croyances limitantes sur une oui, fille moi, bien dans ce sûr, métier-là? plein de freins sur moi, bien sûr. Mais aussi, c'est vrai, niveau je me rappelle de mon dernier conseil de classe où voilà, quand j'ai dit que je voulais partir vers une licence maths informatique, on m'a un peu regardé: «Ah bon?» Voilà. Mais bon, voilà, comme quoi tout est possible, hein. Delphine, un petit complément sur ces stéréotypes de genre, je sais que ça te tient à cœur. Quand j'ai démarré mon premier entretien de recrutement, j'avais passé différentes étapes. Je devais rentrer comme jeune ingénieur commercial dans un réseau d'agents IBM. Donc ça s'était super bien passé avec le directeur commercial. Et dans le process, il fallait rencontrer le PDG qui avait fait X, Mine, qui était quelqu'un de pas très loin de la retraite. Et quand on a passé l'entretien, en fait, il m'a regardé avec un air un peu désespéré, je dois dire, avec le recul. Et heureusement que j'avais 20 ans. Et en fait, il m'a dit: mais vous êtes sûre, vous voulez vraiment être une fille commerciale dans l'informatique? Là, je sentais que je cumulais toutes les tares. Donc, à 20 ans, j'ai éclaté de rire et je dis: oui, oui, puis je vous montrerai, ça va marcher. Voilà. Et je pensais que c'était il y a très longtemps et que c'était enfin révolu. Et effectivement, les chiffres qu'on m'annonce, quelque part, c'est pour ça qu'il faut rester positif et se rendre visible et montrer que ça marche et qu'on a raison de le faire. J'aimerais bien, justement, dans les années à venir, qu'il n'y ait plus ce genre de remarques et que toutes les mentalités, tous ensemble, ça puisse évoluer. Je vous propose qu'on regarde un petit peu là les solutions et les actions qu'on peut mettre en place, justement. D'après vous, quels sont les changements qu'il faudrait opérer dans l'éducation, dans la formation, pour encourager davantage de jeunes filles à s'orienter vers ces métiers technologiques et numériques? Numériques, Magali, hein, c'est ça? Alors, moi, je vais prendre la casquette Nova Intech, donc on va prendre un axe. Je laisserai mes copines parler des autres axes. On a pris l'axe, on prend le problème sous 3 angles. Premier angle, c'est, et elle l'a très bien dit Delphine, c'est la représentation féminine. Donc déjà, c'est d'aller chercher, parce que les filles, elles sont là, hein, mais c'est juste que souvent, elles ne sont pas là sur la scène. D'ailleurs, hein, la majorité des tables rondes qui s'opèrent dans le numérique, dans l'IA, dans la cybersec, etc., malheureusement, il y a beaucoup d'hommes. On peut regarder, à chaque fois, il y a monsieur, 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 et on se dit, et il n'y a pas de dames. Elles sont où les femmes? Alors qu'elles sont là. Parce qu'en fait, souvent, elles ne se sentent pas légitimes, elles se disent, oh non, moi j'y vais pas, vas-y, toi tu en parleras mieux que moi, etc. Donc il y a ce chantier-là où on va essayer d'encourager toutes les femmes, hein, pas forcément que des super expertes, mais à prendre la parole, à se montrer, et déjà, du coup, avoir une représentativité, en effet, un peu plus importante de toutes ces femmes du monde du numérique. Ça, c'est l'axe 1. L'axe 2 qui va avec l'axe 1, c'est la dénomination, c'est pas exactement homme allié, mais on est sur ce concept, c'est de dire aussi, bah oui, mais arrêtons d'être entre soi. Par exemple, là, bon, ça aurait été génial qu'il y ait un homme. Et donc, c'est aussi ça, c'est parler de sujets de féminisation, mais avec les hommes, et que eux en parlent, pour que ce soit un sujet homme-femme, en fait, et donc un sujet de personne. On reviendra sur ce concept aussi, mais voilà. Donc, c'est encourager et être accompagné des hommes pour plus d'égalité, plus de diversité, et pas toujours cette parité, parce que sinon, c'est les femmes entre elles, les hommes entre elles. Et le troisième axe, qui est un axe, en fait, hyper important, on valorise finalement les compétences qu'on a déjà et la reconversion. Et c'est vrai qu'il y a un programme très très fort de reconversion. On encourage les femmes qui n'ont pas pris dès le départ l'axe justement de l'informatique, parce que informatique ça fait toujours geek, c'est pour ça que je dis c'est has-been, ça fait un peu boutonneux. Et moi j'ai une fille qui a 9 ans, elle n'a pas du tout envie de faire, quand je lui dis informatique, elle me regarde. Par contre, si je lui apporte des clés numériques, etc., déjà ça lui parle plus. Donc toutes ces jeunes filles qui sont déjà en poste dans vos entreprises, hein, qui ne sont pas forcément dans un métier de la tech, mais qui en fait, et il y en a plein des femmes qui, avec le temps, avec l'expérience, se disent « Ah, si je changeais un peu de poste, et si je prenais certaines autres responsabilités, et si ça c'est de la reconversion ». Et la reconversion, c'est vraiment le vivier. Donc, il y a une grosse étude Numéum là-dessus qui dit que un recrutement, enfin, dans très peu de temps, là où on va pouvoir le meilleur axe de recrutement, ça va être des personnes en reconversion qui auront l'expérience
et qui auront des compétences complémentaires. Donc on a vraiment ce chantier reconversion très très fort. Quand on parlait éducation, formation, Christelle, en plus avec ta casquette DRH, tu nous as aussi parlé du contexte parental versus parfois un peu le dilemme qu'on a dans les salons, etc. Oui, alors souvent, en tant que parent, on a l'impression que nos enfants ne nous écoutent pas. C'est souvent vrai, mais ils nous écoutent quand même et ils nous écoutent déjà sur les questions d'orientation. Et malheureusement, nous, en tant que parents, on est les principaux vecteurs parfois de stéréotypes justement concernant l'orientation. Donc, un des premiers leviers pour justement améliorer la présence des filles, des femmes dans les métiers du numérique, c'est déjà d'agir au niveau des parents pour casser les stéréotypes qu'ils ont sur les métiers du numérique. Il y a aussi l'éducation nationale, on en a parlé. Donc, c'est aussi former les enseignants, en tout cas les sensibiliser sur l'importance qu'il y a d'avoir, enfin, qu'il y ait plus de femmes dans le numérique, parce que à chaque fois on le dit, c'est pas uniquement mettre des femmes pour mettre des femmes dans les métiers du numérique, c'est que derrière il y a une vraie plus-value. C'est vraiment important de mettre des femmes dans les métiers. Henri redit, rappelez ce matin bien évidemment que diversité égale plus de créativité et qui dit à terme plus de productivité. Il faut. Donc, je disais, donc, sensibiliser les enseignants. Donc, on voit au fur et à mesure sur les salons, ou au salon de l'étudiant, etc., dans les salons d'orientation, où justement, il y a de la communication qui est faite envers les jeunes filles pour leur dire que les métiers du numérique sont aussi faits pour elles. Elles ne sont pas exclues de ces métiers. On l'a dit, les parents, donc il faut les intégrer dans les ateliers qui sont destinés aux enfants pour aussi les faire entendre que ce sont des métiers pour les femmes. Il y a Epitech et Ipsos qui a mené une étude en 2021 et on voit que les parents encouragent seulement 33% de leurs filles à se diriger vers les métiers du numérique, là où ils encouragent plus de 60% de leurs garçons. Donc on voit qu'il y a un vrai écart. Et le dernier, tu l'as dit Magali, c'est aussi développer l'accompagnement des jeunes filles et aussi des femmes. Donc les jeunes filles du mentorat justement pour montrer des parcours inspirants pour se diriger vers ce type de métier et après accompagner les femmes dans leur reconversion. Merci à toutes les quatre pour l'instant. En tant que femme, en tant que femme dans la tech, en tant que femme du numérique, est-ce que vous pouvez chacune nous partager une expérience personnelle ou une anecdote d'un défi auquel vous avez été confrontée? Je ne sais pas qui veut prendre la première. Tout le monde se tourne vers moi. Donc j'ai compris qu'il va falloir que je trouve un défi, mais c'est tous les jours qu'il y a des défis. Alors, ça commence par effectivement casser les codes, casser les préjugés, casser ce qu'on ne connaît pas. Pourquoi je suis arrivée dans le numérique? Pas par le système éducatif, parce qu'à l'époque, j'ai pris un coup de jeune là. Alors, à l'époque, c'était soit littéraire, soit scientifique. Et ils avaient fait un test en termes d'éducation, le bac A1, qui était lettres et maths. Donc, ça m'a sauvée, je n'ai pas eu à choisir. Ils avaient fait un mix qui m'allait bien. Je crois que maintenant, ça n'existe plus. Et donc, je ne savais pas, moi non plus, quoi faire après. Et le voisin, qui effectivement n'avait rien à voir avec mes parents, qui étaient plutôt commerçants, était dans l'informatique, bossait chez IBM. Et je trouvais qu'il avait l'air de voyager beaucoup, d'être super actif, d'avoir plutôt une belle vie. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant. C'est comme ça que je me suis intéressée. Et même si c'était un homme... Et ben oui, même si c'était un homme. Alors c'est peut-être parce que j'ai eu des frères et que voilà, donc ça doit jouer, le contexte doit jouer aussi. Je me suis pas forcément mis de frein et c'est comme ça effectivement. Et après, dans l'entreprise, je crois qu'on a des défis tous les jours. J'ai parlé du premier recrutement. On a un rôle à jouer toutes et tous en tant que parents, de faire en sorte que la complémentarité, la reconnaissance de compétences, qui est une vraie intelligence collective qui se met en place. Ça, c'est pour le modèle éducatif, même si parfois je dois faire des remarques un peu genrées, mais je me fais rattraper par mes fils. Et puis après, dans le travail, c'est au quotidien des hommes qui vont dire non, mais elle parle beaucoup et longtemps, elle fait beaucoup de mots, il faut être plus synthétique. Ou d'avoir des personnes qui vont plutôt se retrouver dans une discussion masculine parce que ça doit être l'expert. Voilà, donc le défi, il est quotidien et sur plein de détails. Et t'en parles pas, mais moi j'adore ton anecdote sur ton nom de famille. Merci Magali, à chaque fois de me lancer sur le sujet. Donc, en fait, tout le monde verra sur mon profil LinkedIn que je m'appelle Delphine Specht Rousseau, parce qu'effectivement, on doit choisir, quand on se marie, son nom de marital. Donc, j'ai repris les deux noms. Parce que le fait de travailler avec son époux, ça fait pas sérieux, surtout quand on adresse des grandes entreprises. Donc c'est un défi du quotidien, mais voilà, j'allais dire, on peut travailler en famille aussi.
puisque notre directeur marketing et communication, c'est également mon garçon. Voilà, et donc ce choix, et c'est ce que j'adore et c'est ce que je prône aussi, c'est qu'on reste une personne, et c'est là où ça va faire écho par rapport à ce que dit Magali, mais on reste une personne, voilà. On a un job, on a une vie personnelle, on a des engagements au niveau de la société, et ben on est toutes ces casquettes, et il faut vivre avec ces différents sujets, et donc on a tous des défis à relever au quotidien, et c'est bien de se dire qu'on a toutes, en tant que personne, les mêmes défis et les mêmes envies. Merci. Lydia, tu as une anecdote ou un défi de ta carrière? Alors, moi, après le lycée, donc quand j'ai intégré ma licence maths informatique, là, je me suis retrouvée, on était sur une promo de 50 à peu près. On devait être 2, 3 filles. Mais je crois que je suis la seule fille à être restée, 2 à être restée jusqu'à la licence. Donc bon, après, moi, honnêtement, ça m'a pas gênée parce qu'il y avait quand même une super ambiance à la fac. Je me suis fait un bon groupe d'amis, tout ça, il n'y avait pas de souci. Après, en venant ici à Toulouse, à l'Amiage, là, comme c'était de l'informatique plutôt poussée en lien avec la gestion des entreprises, etc., là, il y avait un petit peu plus de filles. Mais après, voilà, moi, j'ai eu quelques difficultés au moment de rechercher, après mon diplôme, au moment de rechercher un emploi. Alors bon, de base, je ne suis pas quelqu'un qui a énormément confiance. Enfin, j'ai pas beaucoup de confiance en moi, donc peut-être ça se ressentait en entretien, etc. Mais en tout cas, j'ai passé énormément d'entretiens. Je ne les ai pas comptés, mais j'en ai passé beaucoup, beaucoup. Et voilà, j'ai eu un entretien où j'étais quasiment arrivée au bout du processus d'embauche. Et là, la dame qui me recevait, je ne sais plus si c'était une RH ou une commerciale, parce que c'était dans une société de services. Elle me dit, voilà, tu vas intégrer donc une équipe essentiellement d'hommes. Et donc là, elle m'a dit, faut faire attention parce que il y a l'ambiance qui va avec, les blagues lourdes. Bon. Donc voilà, mais maintenant, avec du recul, je me dis, peut-être ça aussi, c'était finalement un préjugé parce que c'est elle qui m'en parlait, sans travailler dans l'équipe. Donc voilà, bon. Et au final, pas tant que ça. Hein. Et au final, voilà, exactement. Maintenant, quand je vois à BPCSI, il y a énormément de mixité. On n'est pas dans des milieux similaires. On n'est pas du tout, voilà. Donc, Magali, une Alors, anecdote? Anecdote, je ne vais pas partager mes anecdotes, j'en ai plein, mais je vais plutôt, j'en profite de vous encourager à écouter les anecdotes de Madame Tout le Monde, hein, puisque j'anime un podcast qui s'appelle Femmes Digitales. Et j'interviewe des femmes, dont Delphine, c'est pour ça que je connaissais la sienne. Et ces femmes racontent au micro de Campus FM en partenariat avec Digital 113. C'est vraiment hyper intéressant d'écouter les anecdotes de toutes ces femmes, qui sont des anecdotes des fois positives, des fois négatives, mais surtout qui nous rappellent que c'est l'histoire de tout un chacun. Et finalement, on ne va pas focaliser sur une histoire. Moi, je ne vais pas raconter mon histoire. Mais par contre, quand on écoute toutes ces anecdotes, on se rend compte que on se retrouve forcément dans l'une d'entre elles, ce qui est encourageant. Par contre, je vais vous partager un défi actuel. Alors 2024 pour moi, grande année de défi. Bon déjà, voilà, on ne peut pas cacher. Nous sommes 5,5 en fait. Je ne vais pas préciser, mais il y a une petite numérique pour elle dedans. Voilà, j'attends un bébé. C'est une année où elle a commencé et j'ai créé une nouvelle entreprise. J'ai créé mon entreprise Lumière Conseil. Quand je l'ai créée, je suis tombée enceinte. Ça arrive. Donc, j'ai eu droit à mais Magali, tu es sûre que du coup, tu vas créer maintenant? Tu ne vas pas attendre? Attends peut-être d'avoir fait ton bébé. Après, je dis non, je crée mon entreprise. OK. Après, j'ai continué à être engagée. Donc, j'ai des engagements, j'ai plusieurs casquettes, conseil d'administration, comité exécutif, donc COMEX. Pareil, j'ai dit oui, j'accepte la place en COMEX. Ah, mais t'es sûre? Parce que Magali, t'es enceinte, tu peux pas t'investir, pense à ton bébé avant tout, etc. Je dis, mais en fait, je peux faire les deux, il n'y a pas de problème. Donc, ouais, j'ai accepté ma casquette au COMEX. Après, j'ai pris des engagements sur le mois de septembre et sur le mois d'octobre. On m'a dit, mais t'es sûre? Parce que t'as 44 ans quand même, et voilà, t'es enceinte. Donc, je cumule toutes les tares. Et t'es sûre que tu seras en forme et tout? J'ai dit, mais oui. Et puis bon, au pire, on trouvera des solutions. Il y a toujours des solutions. Si, je prends mes engagements. Et puis voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu la confiance. C'est une certaine confiance, pas en soi, mais une confiance en tout. Et de se dire, on n'aurait jamais fait toutes ces remarques à un papa, un jeune papa, un futur papa, dont la femme est enceinte, évidemment, qui va devenir futur papa. On n'aurait jamais dit, non, crée pas ta boîte, fais pas ci, fais pas ça. Pour de vrai, tout est possible.
À partir du moment où on a le mindset, on a l'esprit positif et on n'écoute pas finalement. Donc, on est encore dans une société où on nous rappelle, oui, mais t'es sûr? Ben oui, oui, je suis sûre. Oui, et j'ai envie et c'est possible. Donc, j'ai juste envie de dire à toutes les femmes, Oser. mais osez. Et puis à tous les hommes, arrêtez de ne pas avoir confiance en nous. Laissez-nous avoir confiance en nous parce que ça fonctionne. Une petite anecdote de Oui, ton bah, côté ça va venir en complément de celle de Magali. En fait, alors moi, je ne suis pas issue, je l'ai dit, du numérique. Par contre, je l'ai dit, j'ai été manager et sur des métiers de la circulation où là également, il y a très peu de femmes. Il y a moins de 20% de femmes qui occupent des métiers de la circulation. Et même si, c'est pareil, il n'y a pas trop d'ambiance sexiste au travail, il y a quand même quelques hommes qui ont des réflexions parfois un peu sexistes. Et justement, le fait que certains ne voulaient pas que je prenne des femmes pour compléter l'équipe, de peur que ces femmes soient un peu plus absentes que ces messieurs, et donc que ça péjore le collectif et que ça leur retombe sur leur équilibre vie pro, vie perso, en tout cas sur l'équilibre vie pro, vie perso du collectif. Et donc, il faut le redire, non, les femmes ne sont pas plus absentes qu'un homme, que les hommes. Et donc, c'est aussi important, moi, aujourd'hui, en tant que DRH adjointe, de sensibiliser les managers, justement pour recruter des profils féminins en disant non, laissez, si vous avez des stéréotypes, des préjugés par rapport aux candidatures féminines, oubliez-les. Voilà, les femmes travaillent aussi bien que des hommes, ont d'autres qualités que les hommes et sont aussi présentes que les hommes au travail. Et on constatera que les papas s'impliquent de plus en plus. Un congé paternité qui s'allonge. Moi, je vois dans nos équipes d'IT, les papas sont largement impliqués, prennent leur congé paternité, s'impliquent. Et en fait, maintenant, on ne parle pas de l'absentéisme des jeunes papas, c'est pas un problème. Christelle, je vais te poursuivre avec toi. Quel rôle les entreprises et les organisations peuvent-elles jouer pour promouvoir la mixité et améliorer justement la représentation des femmes dans les métiers technologiques? Tu nous as parlé effectivement des initiatives côté ISNCF. Tu nous en dis un peu plus? Oui, merci. Alors effectivement, le groupe SNCF s'est investi en interne et en externe pour féminiser les métiers du numérique. Alors je ne vais pas citer tous les exemples, mais par exemple, on a axé cette année nos actions sur le recrutement parce qu'effectivement, on avait constaté que en termes de féminisation, on est dans les 23% de femmes dans les métiers du numérique et on veut augmenter ce taux. On voudrait passer dans les prochaines années à 30%. Donc, une des possibilités, c'est le recrutement. Donc, on a travaillé de manière très collaborative avec l'agence de recrutement qui est au sein de SNCF pour être sur des différentes plateformes et donc mettre plus en visibilité nos offres de postes auprès du public féminin. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, on a un bon retour. On a pu augmenter, en tout cas, alors pas autant qu'on aurait voulu. On s'était donné un objectif de recruter 50% de femmes cette année. C'était un objectif aussi pour entraîner les managers à embaucher plus de femmes. Mais voilà, on aura environ, en tout cas aujourd'hui à date, on est environ à 38% de recrutement sur les profils féminins cette année, donc ce qui est déjà pas mal. Et la deuxième action, donc c'est plutôt en externe. Et là, justement, en externe, pour faire découvrir ce qu'on disait tout à l'heure aux jeunes filles, les métiers du numérique. Donc, on va lancer avec le Lab Egalitech. Donc, je suis ambassadrice. On va lancer là le 16 octobre le premier Numérique Girl. Donc, c'est un peu un essai qu'on fait. Et donc, pour tenter l'essai, on le fait auprès des filles des collaborateurs du groupe. Donc, en fait, l'ensemble des collaborateurs du groupe pourront, sur l'île Saint-Denis et Lyon, venir avec leurs filles l'après-midi. Et donc, il y aura la présentation de parcours inspirants, des ateliers justement de coding, sur l'intelligence artificielle, sur la réalité virtuelle, voilà, pour leur faire découvrir les métiers du numérique et donc peut-être leur donner envie plus tard de s'orienter vers ces métiers. On va compléter un petit peu cette approche, un peu des actions qui sont entreprises dans des grands groupes. On a parlé SNCF, on va parler un petit peu BPCE. Alors là, je suis un peu biaisée parce que je connais un petit peu. Donc, Banque Populaire, Caisse d'épargne. Dans l'IT bancaire, Lydia, quelles actions tu observes ou auxquelles tu participes? Alors oui, j'ai participé il y a quelques années. Il y a eu 2 éditions de programme ADA. Donc en fait, c'était pour promouvoir un petit peu les carrières des femmes au sein du groupe BPCE. Donc en fait, c'était essentiellement, ça se passait sur une année. On avait des formations, 3 modules, je crois, de formation. Et à la fin, on avait une journée où on se retrouvait toutes ensemble pour justement partager notre retour un petit peu d'expérience sur ce qu'on a appris durant cette année. Donc moi, ça m'a beaucoup aidée. C'est là que j'ai pu du coup prendre un petit peu après le poste d'ingénieur de développement.
Donc ça, c'était il y a quelques années. Et là, aujourd'hui, ça existe aussi depuis longtemps, il y a un réseau essentiel. Donc pareil, voilà, c'est une communauté des femmes donc, du groupe BPCE, donc, qui viennent vraiment de tout le groupe, donc même des caisses d'épargne, des banques populaires, de Natixis, etc. Et voilà, ça permet de créer son réseau de femmes et puis aussi de s'entraider et puis pareil, d'être accompagnée sur sa carrière, etc. Et le lancement d'une commission dédiée à l'IT, dernièrement justement, parce qu'il y avait... Effectivement, c'est un réseau de réseautage interne sur différents, et la partie IT, vu les enjeux liés, effectivement, c'est lancé dernièrement. Dans notre thème du jour, on avait quelque chose qui nous a un petit peu interloqué toutes les 5, le c'était mieux avant. Donc en séquence un peu finale, je vais laisser les participantes intervenir là sur challenger c'était mieux avant. Comment percevez-vous l'avenir de la mixité dans les métiers technologiques? Quelles évolutions espérez-vous dans les prochaines années? Et est-ce que vraiment c'était mieux avant? J'aime bien à chaque fois, les regards se tournent vers moi. Ok, merci les filles. Donc c'était mieux avant, il y a 40 ans. J'aime pas forcément regarder dans le passé, j'ai plutôt envie de croire dans le futur. Je pensais que c'était moins bien avant et que entre-temps ça s'était développé, qu'il y avait plein de femmes dans le numérique et que voilà, les chiffres sont têtus et disent un peu l'inverse. Donc je reste positive et je crois beaucoup dans demain. Voilà, avec tout un tas d'initiatives et justement, je trouve ça remarquable que les entreprises jouent le jeu, que les hommes incitent aussi les femmes à prendre la place. Voilà, donc c'est tous ensemble où effectivement, ça sera mieux dans 40 ans. Alors, je ne serai plus là, mais je le souhaite pour les générations futures et pour toutes les petites filles, parce que ça voudra dire qu'on aura réussi à construire un monde meilleur, voilà, pour les petites filles et les jeunes femmes. Donc, voilà ce que je peux dire. Lydia? Oui, je ne sais pas si c'était mieux avant. En tout cas, je pense que là, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus. Donc déjà, ça, c'est un point positif. Je pense que voilà, le numérique est de plus en plus visible. Donc, je pense on va aller que vers le mieux, j'espère. Alors, moi, j'ai envie de dire c'était différent. Donc, on l'a compris, hein, ma position, c'était pas mieux avant, c'était complètement différent. Si je dois regarder le monde d'aujourd'hui et surtout le monde de demain, alors le monde d'aujourd'hui, c'est un monde multicompétences. Donc déjà, il faut aussi mettre en avant le fait que dans les entreprises, et j'en parlais encore tout à l'heure en recrutement numérique emploi, c'est pas tant sa fonction ou sa compétence, c'est toutes ses compétences. Et que finalement, les compétences techniques viennent compléter des compétences fonctionnelles, des compétences de gestion de projet, des compétences... Et on peut se retrouver, surtout dans des startups ou dans des petites entreprises, avec plusieurs casquettes, et donc complémenter, je ne dis pas ça, mais avoir une vision complémentaire, c'est ça que je voulais dire, et être multi-compétences. Donc déjà, ça c'est encourageant, et il faut le dire aux jeunes filles, tu ne vas pas t'engager uniquement dans une voie de dev ou de tech pour toute ta carrière. En plus, tu vas évoluer parce qu'on est dans des métiers mouvants. Donc, je pense qu'il y a cette vision plutôt multi-compétences et multi-savoir-faire et savoir-être qui est hyper importante. Donc, il faut valoriser ça. Et puis, alors là, je vais prendre ma casquette d'experte intelligence artificielle. Le monde de l'emploi est beaucoup challengé par et à cause de l'IA, bref. Et j'ai envie de dire, ok, on challenge, on a tous un avis. Est-ce que ça va remplacer certaines compétences, et entre autres des compétences techniques, en effet, de dev? Mais justement, est-ce que face à ça, et c'est ce qu'on se dit, hein, ça ne remplacera pas, ça complétera, est-ce que les compétences de créativité, qui font la différence, et ce qui sont typiquement des compétences féminines, est-ce que justement le monde de demain, ce monde numérique, c'est pas un monde dans lequel nous, les femmes, on va avoir toute notre place parce qu'on aura ces compétences complémentaires. Et je terminerai par, quoi qu'il en soit, les quotas, et pourtant je viens du monde des statistiques. Moi, j'ai envie de dire, sortons un peu des chiffres, des quotas, est-ce que je veux atteindre 30% ou 35%, ou se mettre un peu des pressions, et plutôt valorisons les personnes. En fait, redevenons des personnes. On recrute des personnes. On ne recrute pas un homme ou une femme. On recrute une personne avec tout ce qu'elle est. Et ce que j'ai dit, ses compétences, ses qualités. Et on va chercher à créer des entreprises et des collectifs de personnes. Et je suis sûre que si on change un peu le spectre de recrutement, eh bien, naturellement, sans s'en rendre compte, on recrutera plus de femmes.
Avant de te laisser poursuivre, juste avant, j'étais quand même à la conférence précédente sur la partie formation et compétences. Et il y avait l'interlocutrice de l'ANITI, là, qui est le centre de recherche de l'IA de Toulouse, qui disait que justement, on allait vers l'injection de SCH, sciences humaines et sociales, un peu plus même dans les parcours des ingénieurs. 20% de sciences humaines dans les parcours d'ingénieurs, parce qu'il allait falloir aller arriver. Oui, il faut des scientifiques pour développer de l'IA. Oui, derrière, c'est des maths. Mais derrière, on va aller vers une tendance de l'IA, un peu plus la psychologie de l'IA, un peu plus justement une IA éthique. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur aussi. Donc en fait, on va aller tracter des soft skills ou des qualités complémentaires qui n'étaient pas forcément en plus présentes dans des cursus standards des écoles d'ingé ou des parcours de tech. Donc je reviens vers toi, je ne t'ai pas oublié. Donc du coup, ton optimisme face à l'avenir. Oui, alors moi je suis très optimiste. Alors surtout que même si j'étais née il y a 40 ans, je ne suis pas du genre à regarder dans le rétro. Donc je suis plutôt à regarder vers l'avenir. Et donc effectivement, je suis plutôt optimiste parce qu'on l'a dit, je pense que ça passe par l'éducation, l'instruction. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes sont plus ouverts, plus tolérants qu'on pouvait l'être même sur nos générations. Donc je pense qu'ils portent moins les stéréotypes que nous, on pouvait porter. Et c'est à nous de les laisser dans ce monde-là et justement de ne pas continuer à véhiculer des stéréotypes. Donc j'ai plutôt confiance et je pense qu'effectivement, au fur et à mesure, alors ça prendra du temps, on va avancer à petits pas, mais je suis sûre qu'effectivement, après, la question du genre n'existera plus dans les métiers. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci à toutes les quatre. Donc du coup, on avait essayé de timer pour qu'il y ait un petit peu 5 minutes de questions-réponses qu'on a. Donc ça sera avec plaisir de prendre une ou deux questions dans la salle vers nos interlocutrices. Alors, je peux me déplacer. Moi, je veux bien, c'est juste une remarque, justement, quand on dit on veut pas parler, on veut enlever les stéréotypes, etc., parler de compétences féminines, moi, ça me choque. Donc, oui, il n'y a pas de compétences féminines. Il y a des hommes qui sont créatifs et très créatifs. C'est pas une compétence féminine. Il y a des hommes qui sont sensibles et des femmes qui sont pas sensibles. Pour moi, c'est vraiment très discriminant et ça n'a pas lieu d'être là dans ce débat-là. Voilà. Alors vous avez complètement raison, donc je vais prendre la réponse puisque c'est moi qui ai induit le biais dans ma réponse. Ce que je voulais dire, c'est que quand on parle aux femmes, le problème souvent, et ça c'est pas du tout un préjugé, c'est vrai que c'est dans la nature féminine, on a du mal à être, alors les mots reviennent, il y a la légitimité, et quand on dit donc en entretien, comment tu te définis, eh bien elles ont beaucoup de mal à se définir et à trouver des compétences. Là où un homme, il a beaucoup plus de facilité à s'auto-définir. Et c'est vrai que quand on leur dit, par exemple, parce que c'est un constat, mais tu vois, là, tu as été hyper créative. Et là, ah ouais, c'est vrai, je ne l'avais pas mis en avant, je ne le savais pas. Et c'est vrai que c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais c'est pour dire qu'en fait, pour rappeler, et là, c'est vrai que c'est un discours orienté vers les femmes, mais c'est aussi pour essayer de parler le même discours, mais pour que demain, on n'en parle plus. Enfin, moi, quoi qu'il en soit, mon vrai combat, si vous l'avez compris, c'est pas de dire il y a des compétences féminines, il y a des compétences masculines, il y a ci, il y a ça. Il y a en effet des compétences, il y a des qualités. Et je reviens, il y a des personnes. Et l'idée, c'est de sortir, quoi qu'il en soit, de ce carcan et de cette idée, ça c'est pour les garçons, ça c'est pour les filles, mais d'avoir un discours commun. Alors aujourd'hui, on essaie d'avoir des mots comme ça, mais tous les mots sont complexes. Quand on parle de mixité, ça tombe après dans le féminisme. Quand on parle... Donc pour de vrai, c'est vrai que les mots sont toujours biaisés, indélicats, mais la vraie solution derrière, c'est essayer de trouver, quoi qu'il en soit, des punchlines pour que les hommes et les femmes, dans tous leurs métiers, trouvent leur place. Et pareil, moi j'adore quand un homme est en capacité de dire « j'ai une sensibilité ». Et ça, ils ne sont pas toujours à même de le dire. Et pourtant, c'est une super qualité et une super compétence. Donc ça marche dans les deux sens. Pourquoi les hommes, ils doivent toujours être combattants, etc. Non, ils peuvent aussi être sensibles. Et ça, c'est super. Donc on va revenir en effet aux personnes. Mais il y a encore quelques biais. Tout à l'heure, Lanity aussi, elle disait, enfin, la dernière version de ChatGPT qui est sortie il y a 4 jours, jusqu'à il y a peu de temps, quand on lui posait la question basique, qu'est-ce que fait papa, qu'est-ce que fait maman, elle disait, papa est dans le jardin et dans la cuisine. Donc, il a fallu qu'on soit à septembre 2024 pour qu'enfin, il fasse une réponse un peu moins binaire, je dirais. Sabine. Pour revenir sur ce que disait Magali,
que les hommes doivent pouvoir être capables d'exprimer leur sensibilité et qu'une femme peut ne pas être créative mais être très très bonne techniquement aussi. On en revient aux biais de genre et aux stéréotypes qui sont inculqués dès la toute petite enfance. Et donc c'est très très tôt qu'il faut travailler là-dessus en tant que parent, mais aussi au niveau des enseignants, des animateurs, enfin, de toutes les personnes qui s'occupent des enfants quand ils sont petits. Il est inadmissible d'envoyer des filles jouer à la poupée pendant que les garçons vont jouer avec le camion de pompiers. Tout doit se mélanger. Et c'est un autre sujet. Et donc, il y a vraiment un travail à faire là-dessus. Et le problème, c'est qu'en fait, même si on sait qu'il y a des biais, et il y a des études neurologiques qui montrent que même si on sait qu'il y a des biais, inconsciemment, on les répète. Et donc, il y a toute une déconstruction à faire, mais de milliers d'années de choses qui se sont engrangées d'une part dans les cerveaux des femmes et d'autre part dans les cerveaux des hommes, et qu'il faut déconstruire. Et ça prendra du temps. Peut-être que les moyens numériques nous aideront par des casques de réalité virtuelle qui nous feront de l'auto-hypnose, peut-être pour arriver à déconstruire ces choses tout au fond de notre cerveau. Ça pourrait être une avancée technologique liée au numérique qui pourrait faire avancer les choses sur ce sujet. Mais c'est vraiment dès la petite enfance, en fait, qu'il faut travailler sur ces sujets-là. Et donc, comme en mot de conclusion, pour un numérique pour tous, c'est un numérique fait par tous et par toutes. Donc, nous sommes toutes et tous des prescripteurs du numérique pour nos enfants, pour les petits, pour les moyens, pour les grands. Donc, tous à nos niveaux, soyez le relais pour qu'en fait, bientôt, on n'ait plus besoin de faire ce genre de tableau. Merci.